Je vais vous proposer en 10 minutes, de manière assez générale, d'intervenir du point de vue de l'éthique de la recherche biomédicale. L'idée étant de suggérer, en tout cas dans ces 10 minutes, que les principes qui constituent cette éthique de la recherche biomédicale sont à la fois indispensables, et on en a rappelé déjà l'un ou l'autre aujourd'hui, mais ils sont sans doute aussi difficiles à mettre en œuvre. A fortiori, peut-être dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, celui de la maladie d'Alzheimer, et peut-être encore plus a fortiori celui des malades jeunes. Donc trois moments, des principes et des règles formelles que je vais rappeler rapidement, pointer les limites de cet encadrement formel et proposer de manière assez générale d'être plus réflexif pour peut-être avoir plus de confiance dans ces processus de recherche qui sont engagés au niveau de la médecine contemporaine. Les principes généraux concernent donc les sujets de la recherche et donc sont élaborés dans la loi du 9 août 2004 sur la recherche biomédicale qui fixe des principes fondateurs comme conditions générales et indispensables à la recherche. Je les rappelle, ça peut sembler évident. En même temps, ce qui s'est dit aujourd'hui, depuis tout à l'heure et notamment les 2 dernières interventions, montre bien que cette évidence est sans doute à questionner dans la pratique concrète de la mise en œuvre de la recherche biomédicale. La recherche doit se fonder sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérience préclinique suffisante. La recherche clinique constituant donc une étape ultime et indispensable. On vient d'entendre depuis tout à l'heure que le dernier état des connaissances scientifiques est souvent un état incertain et en pleine évolution. La recherche doit respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que le risque prévisible pour les personnes qui se prêtent à la recherche. Alors c'est peut-être moins vrai pour la recherche à dimension génétique dont on vient de parler, mais peut-être pas, parce qu'effectivement les personnes impliquées peuvent aussi, d'une manière ou d'une autre, et vous l'avez bien soulevé, être confrontées à certains risques, notamment personnels. Le risque prévisible pour les personnes qui se prêtent à la recherche ne peut pas être hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou pour l'intérêt de cette recherche. Et si ces personnes ne bénéficient pas directement de cette recherche, ce qui est le cas de la discussion qu'on vient d'avoir, l'intérêt de cette recherche existe-t-il ou pas et quel est-il vraiment? La recherche doit être utile, et donc elle vise à étendre les connaissances scientifiques sur l'être humain et sur les moyens susceptibles d'améliorer sa condition. La recherche doit en outre être conçue de manière telle qu'elle réduise au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche. Et donc on est face, c'est la question de l'éthique de la recherche biomédicale depuis sa création dans les années 40-50 aux États-Unis, on est face à une délicate balance à effectuer en permanence entre le respect des intérêts de la personne et les intérêts de la science et de la société sur cette question. Par ailleurs, la loi donc, sur la recherche biomédicale en France de 2004 propose un certain nombre de protections particulières pour les personnes qui seraient hors d'état d'exprimer leur consentement ou qui feraient l'objet d'une mesure de protection légale. Des essais sur ces personnes ne peuvent être autorisés que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population, ou si, sous 2 conditions alternatives, soit l'importance du bénéfice escompté par l'essai justifie le risque prévisible encouru, soit cumulativement, les recherches envisagées se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation, ou les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche présentent un caractère minimal. Donc ça me semble particulièrement spécifique à la question de la maladie d'Alzheimer pour les personnes âgées, moins pour celle des personnes jeunes. Il y a également le principe du consentement du sujet de la recherche, principe qui est à la base de l'éthique de la recherche biomédicale. Consentement qui doit être libre et éclairé, on l'a rappelé à plusieurs reprises aujourd'hui, recueilli après délivrance d'une information à propos de cette recherche. On a déjà souligné que cette information pouvait être difficile à donner, à faire comprendre par exemple. Donc sur la méthodologie, sur la durée, sur les bénéfices attendus, sur les contraintes, sur les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme. Pour les personnes qui ne sont pas capables de consentir, le représentant légal ou la personne de confiance désignée donne ce consentement en principe.
On est alors face à la question de l'information des personnes qui sont incapables de consentir par elles-mêmes, qui est aussi une question extrêmement délicate. L'information devra alors être adaptée à la capacité de compréhension des personnes, notamment des majeurs protégés ou qui seraient hors d'état d'exprimer leur consentement. Ces personnes devront être consultées dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de la participation à la recherche étant recherchée, et ils ne pouvant être passés outre le refus ou la révocation de leur acceptation dans l'inclusion de ce protocole. Précision donc qui vise à souligner le respect autant que possible de l'autonomie et de la volonté des personnes concernées. Donc voilà un certain nombre de principes formels qui limitent, qui encadrent, qui protègent les sujets qui se prêteraient à une recherche biomédicale en France. Et cette mise en place de rituels que les sociologues appellent un rituel codifié et formel de l'information et du consentement écrit des sujets de la recherche biomédicale est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante notamment pour répondre en partie, on en a parlé à une autre reprise aujourd'hui, à l'érosion des liens, notamment dans les interventions dans la salle, à l'érosion des liens de confiance qui peuvent exister entre les patients et les médecins. Si cette éthique de la recherche biomédicale, si ces lois, notamment dans le contexte français, ont été mises en œuvre depuis un demi-siècle, c'est parce qu'il y avait aussi un problème de perte de confiance, peut-être, de la société envers la médecine. Donc c'est extrêmement important d'avoir ce type de rituel pour garantir la protection des personnes concernées. Mais en même temps, on voit bien, et la question de la maladie d'Alzheimer, notamment pour les personnes âgées, le pointe bien, ou des maladies apparentées. On voit bien que la mise en avant du principe d'autonomie qui est au centre, ou qui est la base, qui est le substrat de cette éthique de la recherche biomédicale, renvoie à l'image d'un accord forcément rationnel, ou le plus rationnel possible en tout cas, entre des sujets raisonnables et des sujets informés. Des investigateurs qui sont responsables de leur recherche et de l'information qu'ils donnent aux personnes, et des sujets de recherche qui sont eux-mêmes rationnels lorsqu'ils acceptent ou lorsqu'ils demandent de participer à un protocole de recherche. Et sans doute que cette image, et ça c'est l'intérêt de la réflexion philosophique ou de la réflexion des sciences humaines et sociales, cette image du sujet rationnel est quand même largement erronée ou surdéterminée dans le contexte de la société contemporaine. Par exemple, qu'en est-il réellement de la compétence décisionnelle de chacun d'entre nous? Je ne parle pas forcément d'une personne qui serait malade, qui aurait la maladie d'Alzheimer ou d'autres, mais simplement de chacun d'entre nous, à donner un consentement informé pour participer à des recherches, comme porteur sain par exemple, qui compétence décisionnelle qui est au centre, qui est à la base de cette notion de consentement informé, qui fait l'objet de discussions philosophiques extrêmement complexes. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est compétent pour décider ce qu'il en est de sa propre vie, et qui est sous-jacente, donc compétence sous-jacente de l'autonomie de la personne, puisque si elle est dite autonome, c'est en partie du fait de cette compétence qu'elle a à s'orienter dans l'existence. Mais que fait-on lorsque l'on suppose cette compétence décisionnelle, rationnelle d'une personne autonome? Que fait-on par exemple de nos représentations ou de nos croyances concernant cette maladie, la maladie d'Alzheimer, d'autres maladies neurodégénératives, pour se limiter à ce champ-là? Monsieur Secaldi a fait allusion tout à l'heure en parlant des représentations des cliniciens, des neurologues, notamment de la maladie, qui sont évidemment extrêmement importantes, elles aussi, pour faire comprendre ce qu'il y a de cette maladie aux personnes, etc. Autre exemple de limitation de cette autonomie supposée, c'est que par exemple, des études ont montré, il y a un sociologue Ducournau a montré que, notamment dans la recherche en épidémiologie génétique, le consentement ne rimait pas forcément avec confiance accordée aux investigateurs de la recherche, ou des dispositifs d'information et de recueil de consentement écrit ne générant pas automatiquement la confiance des futurs participants à la recherche. C'est donc que cette dimension rationnelle, procédurale, ne suffit sans doute pas à une application des personnes dans le processus en tant que tel. Et donc, c'est là que je veux en venir. L'approche uniquement fondée sur des grands principes ou sur des règles formelles, telles qu'elles existent de manière légitime et indispensable dans le cadre du droit français, ne permet pas sans doute de résoudre un certain nombre de questions, notamment de questions éthiques qui se posent dans la pratique, notamment dans la pratique de la recherche biomédicale concernant la maladie d'Alzheimer. Par exemple, que veut dire réellement mieux informer les personnes sur la recherche dans laquelle elles pourraient être impliquées? Monsieur Hannequin a donné des exemples de difficultés de cette information, sachant par exemple que des enquêtes
notamment l'enquête d'Anne Fagot-Largeau et de Philippe Amiel en 2002, ont montré que de plus en plus d'acteurs interviennent dans cette information à propos de la recherche, avec des rôles différents, ont montré que le processus de recrutement lui-même à la recherche suit un déroulement assez complexe. Il faut cibler la population, il faut solliciter les personnes, il faut communiquer une information. On peut le faire de manière écrite, on peut le faire de manière orale. Il faut être attentif au caractère continu ou discontinu de l'information, qui mobilise plusieurs interlocuteurs par rapport à la personne qui pourrait être intégrée dans un protocole de recherche. Il y a évidemment des contraintes de temps et des contraintes de lieu. Il y a la capacité des dispositifs d'information à différencier le caractère thérapeutique de la démarche ou le caractère uniquement cognitif de la recherche, etc. Du fait donc de cette complexité de la pratique de la recherche, du fait aussi des compétences décisionnelles variables de chacun d'entre nous, il y a donc une prise de conscience nécessaire de devoir mieux articuler des procédures qui permettent le respect des garanties éthiques de l'expérimentation et, par ailleurs, des conditions contextuelles de réalisation de la recherche. Par exemple, comment serait-il possible de tenir compte dans la mise en œuvre de protocoles de recherche, et je pense que la question des malades jeunes pourrait s'y prêter tout particulièrement du point de vue de la maladie d'Alzheimer, comment tenir compte de l'histoire singulière des sujets et de l'impact de cette histoire, par exemple, dans la manière de réagir au processus d'information, au processus de recueil de consentement. Certaines personnes sont très, très désireuses de faire partie d'un protocole de recherche, d'autres beaucoup moins. Pourquoi? Sans doute parce que leur histoire est impliquée. Par exemple, comment mieux construire une interaction entre les personnes sollicitées pour une recherche et les médecins chargés de recueillir le consentement, qui est un des points assez crucial dans le fait que les personnes acceptent ou pas, et le font avec confiance ou pas, de participer à un protocole de recherche. Sachant donc la divergence potentielle est tout à fait logique et tout à fait normale, et soulignée aussi dans les interventions, notamment la dernière de Madame, sachant la divergence potentielle d'intérêt, de souhait, de préférence, entre les acteurs biomédicaux et les sujets recrutés, comment donc essayer de viser une plus grande réflexivité des personnes impliquées dans les processus de recherche, c'est-à-dire une conscience plus explicite de ces personnes par rapport aux enjeux de leur propre démarche de personnes impliquées dans une recherche. Comment permettre donc à chacune des parties impliquées de s'expliquer sur ses propres motivations, sur ses propres appréhensions. Les chercheurs, les investigateurs comme les sujets de recherche ont leurs questions, ont leurs finalités, ont leurs peurs aussi, leurs appréhensions, afin que le processus d'enrôlement et de recherche soit réellement un processus sensé pour toutes les parties, qui ait vraiment du sens pour les parties concernées. Et du coup, la question éthique essentielle, me semble-t-il, autour de cette question de la recherche, est sans doute celle de l'implication effective des sujets engagés dans ce processus de recherche. Une meilleure implication des sujets favorisant leur autonomisation, y compris dans le cours de la recherche, qui peut être parfois longue et hasardeuse, dans la mesure où ces personnes apprennent alors à faire confiance à l'expérience propre qu'ils ont de la recherche biomédicale, et donc leur autonomie, leur autonomisation provient de cette confiance accrue, du fait de l'expérience qu'ils ont dans ce cadre-là, et du fait évidemment de la relation qui s'instaure avec les professionnels concernés, les cliniciens concernés. Je vous remercie.